Bonjour chez vous, je suis Immaculée pour le compte de Immaculate Access sur YouTube. C'est votre première fois de me découvrir. N'hésitez pas, faites-vous abonner sur ma chaîne YouTube Immaculée Light Access. Il a en sigle IL et en anglais. En le faisant, aimez, partagez et n'oubliez pas de cliquer sur la sonnette qui est à droite de l'écran pour des notifications. Comme ça, vous n'allez rien louper venant de moi. Donc, chaque fois que je posterai une vidéo, vous serez donc notifié dans votre boîte email que elle venait de déposer, elle venait d'enregistrer, elle venait de poster donc une vidéo. Que mon Dieu vous bénisse partout où vous êtes. J'espère que vous êtes en train de passer une excellente journée. Aujourd'hui, je suis venue devant vous pour vous parler d'une situation que j'avais vécue quand j'étais enfant. Voilà, dans mon quartier, celui s'est passé donc à Kinshasa, dans un quartier de Kin, donc un quartier périphérique de la commune de Lemba, d'où je suis originaire. Donc, quand j'étais petite, quand j'étais vers les années 90 something, il s'était donc développé, je peux dire, une épidémie comme ça. On habitait non loin d'une, enfin, pas vraiment, je suis pas très proche de la rivière, mais dans notre quartier, donc, il y a une rivière qui clôturait presque le quartier. Alors, cette rivière-là s'appelle rivière Kalamou. Ça coule un tout petit peu pendant, je sais pas, je peux dire, une distance de peut-être de 20 kilomètres, et puis ça arrive là où ça se mélange avec quoi? Avec la rivière Mabanga. Et puis les deux ensemble, ils continuent, elles continuent. Et puis avant, sûrement à la rivière Makelele ou quelque part là, je sais pas, je ne sais pas la suite de cette rivière-là. Mais dans notre quartier, ça faisait vraiment le travail de beaucoup de papas. Beaucoup d'hommes qui habitaient dans mon quartier allaient dans cette rivière-là le matin pour sortir du sable, qu'ils revendaient ensuite pour subvenir aux besoins de leur famille. Et beaucoup de gens donc venaient passer des commandes, ils sortaient du sable et puis ces gens l'achetaient pour faire des briques et commençaient donc à construire et tout et tout. Il y avait des véhicules qui venaient donc acheter ce sable-là. Pendant des années, on a vécu comme ça. Moi-même, quand j'étais petite, on avait des concurrences comme ça, de compétition qu'on faisait avec les gens qui habitent de l'autre côté. Ils viennent vous jouer tous les nzango, les mabok, et puis vous vous séparez. Il y avait des footballs qui se passaient dans ce terrain-là. Il y avait un terrain non loin de là. Et deux fois, d'ailleurs, très petite, je me suis retrouvée aussi dans cette rivière-là en train de jouer. Mais je me souviens aussi que pas mal de fois, les gens ont trouvé, par exemple, le corps des morts-nés, des bébés, des compresses, des bistouris, des bistouris de la salle de chirurgie à l'hôpital. Sûrement, ça venait des cliniques universitaires. Parce qu'au fait, la source de cette rivière-là est non loin des cliniques universitaires. C'est vers le mont Ambala, et quand vous descendez la vallée, c'est exactement là que la source de cette rivière-là est. Et ça roule à peu près, je ne sais pas combien de minutes pour que ça arrive là où nous habitions, et puis que ça continue. Donc, les gens étaient habitués. La rivière a toujours été là, on l'a toujours connue, même sous la pluie. Et non, ça ne dérangeait pas tellement quand j'étais petite. Mais puis après, à cause des gens qui creusaient ce sable-là, quand il pleuvait, il y avait des maisons qui s'inondaient. Tous ces gens qui habitaient au moins près de la rivière, leurs maisons étaient inondées. Cette année-là, j'ai oublié l'année exacte, mais c'était vers les années 90. Un matin, comme ça, une famille crie: ah, notre papa est malade et tout, ils se sent pas bien. Le temps que les gens viennent pour l'amener, d'autres, un groupe est allé chercher un taxi, d'autres ont dit non, on n'a pas le temps et le monsieur mourait. Donc, on a compris après 2, 3 jours que c'était une épidémie qui venait de commencer. En moins de 2 semaines, on a perdu à peu près 10 papas du quartier, tous de la même façon. C'était une forte fièvre, la chair des jambes qui tombait. Donc, et puis, vous n'aviez pas le temps. La fièvre était tellement élevée, le temps que le taxi arrive ou que les gens, personne n'était arrivé aux cliniques universitaires. Chemin faisant, tous ces gens-là mouraient. Donc, on n'avait pas le temps d'arriver même à l'hôpital. Donc, ça commençait, ça se développait entre 7h et 8h30 du matin, et donc la fièvre commençait, et à 15h, la personne mourait. Les signes étaient au début, là, c'était juste la diarrhée et la fièvre, c'était donc les deux là, et la personne mourait à 15h. Ça n'avait pas donné même un jour à qui que ce soit. Toutes les personnes qui ont attrapé la maladie, vers 15h, avant 15h, ils mouraient. Donc, ça a développé donc la psychose dans le quartier. Nous, on était petites, nous allions jouer dans cette rivière-là. Au début, on savait même pas que c'était la rivière, mais du fait que les gens, tout le monde qui a succombé sous cette maladie-là avait commencé à se regarder, et les jambes, dont les deux jambes commençaient à pourrir, la chair se détachait du corps, ça tombait, il y avait les os et tout et tout. Donc, en tout cas, et puis la maladie n'attaquait que les hommes.
homme. Mon oncle qui était assistant médical nous a dit: «Non, non, non, on ne sait pas si cette maladie est, transmissible par air ou on ne sait pas. Mais voilà, désormais, ne saluez plus les gens par, la main, ne laissez pas les gens entrer chez vous, fermez vos barrières et tout, que personne ne vienne». Mais ça faisait peur parce que dans ces familles-là qui perdaient, vous connaissez les cités périphériques, en tout cas à Kinshasa, on fait presque une famille et tout, on connaissait tout le monde, on connaissait par cœur, je peux vous dire, oralement, qui habitait dans telle parcelle, dans telle année, c'était le papa, la maman, les enfants et tout et tout. On faisait presque une famille. Et alors, savoir que dans tel numéro, les enfants sont orphelins, là, la maman est seule, là, le papa là est décédé, l'autre papa et tout, et tout, et tout. C'était beaucoup. En tout cas, il y avait seulement un jeune, je crois qu'il avait à peu près 20 ans. Il s'appelait Jackson. Il venait juste d'obtenir son diplôme, donc son bac à Kikwit. Il est venu passer les vacances à Kinshasa chez son oncle et il était victime de cette maladie. Son oncle aussi habitait deux avenues exactement après cette rivière-là. Jackson était l'unique jeune qui avait succombé, donc qui était mort. Mais le reste là, c'était des papas âgés, mais tous ces papas-là travaillaient donc dans cette rivière-là. Alors, c'est comme ça que mon oncle a conclu, non, 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 je crois que cette maladie vient de la rivière. Parce que la rivière en soi, en fait, comme je vous ai dit, quand on était petite, on retrouvait des corps de bébés, des filles qui avaient avorté, des femmes qui ont eu fausse couche et tout et tout. Donc, on trouvait ça dans la rivière. Là, c'est comme si les immondices des cliniques universitaires, on les jetait carrément dans cette rivière-là pour que ça parte. Quand j'étais petite, on avait même des compresses, des bistouris. Tu joues là pieds nus dans la rivière là et puis tu sors, tu es blessé et puis tu regardes là, tu touches. C'est un truc vous connaissez ces lames là, les lames là des hôpitaux. C'était donc ce qui nous dérangeait, ce qui nous coupait et tout, et ce qui nous blessait. Donc on a dit, ah peut-être que ces histoires qui jetaient ont causé cette maladie. Du coup, beaucoup de gens, en tout cas c'était mon oncle qui était vraiment mieux placé pour dire aux gens, voilà, il faut plus vous saluer, il faut éviter, n'allez pas là-bas. Mais la psycho dans le quartier pour nous les petits enfants, juste vous réveillez, ah c'est telle parcelle, ah ça telle personne, le temps de courir, tous les hommes étaient prêts. On le prenait, on courait, et puis après, en fait, vers la fin, quand les gens ont compris que ça se contaminait, personne n'était là pour assister. Donc, si tu attrapes ça, tu dis à ta famille, le temps que la nouvelle arrive, les gens mourraient comme ça. En tout cas, ça a tué beaucoup de gens. On est resté avec beaucoup d'orphelins dans le quartier, mais ça avait touché aussi deux dames. En tout cas, s'il y a eu 20 ou 30 morts, 30 morts dans les quartiers, il y avait que deux dames qui étaient décédées. Et les deux dames habitaient aussi, je dirais, deux avenues. C'était exactement sur la même avenue que Jackson, deux avenues après la rivière là. Nous autres, nous sommes vraiment loin, là, on était au-dessus et on a eu de la chance, mais bon, c'était la tristesse dans le quartier. On est resté avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'orphelins. Les mamans de mon quartier, c'était des dames qui n'avaient pas fait des grandes études, donc elles ne travaillaient pas, elles étaient assises, elles attendaient que leur mari apporte à manger, ou donc le mari, c'était l'unique personne de la famille qui pouvait provide, qui pouvait donc supporter, et c'est ces hommes-là qu'on perdait, et donc c'était vraiment la crise dans le quartier. Mais on avait un chef du quartier, un jour on ne peut pas lui, mais toi, comment est-ce que les gens sont en train de tomber comme ça? On peut dire que c'est vraiment une épidémie, c'est un truc sérieux, comment tu fais? Il dit non, je suis allé à la commune, j'ai dit au commissaire, il a promis qu'une équipe viendra faire les examens, mais en tout cas jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas vu d'équipe dans ce quartier-là. On n'avait rien vu, on a perdu beaucoup de gens, on n'avait même pas parlé aux news et tout, parce que tout le monde avait, on ne savait même pas. Alors jusqu'aujourd'hui, je me demande, même si, parce qu'il y a des maladies comme ça qui viennent et puis temporairement ça disparaît, vous faites semblant et puis après autant de temps ça surgit encore, on perd les gens. Non, pas très très longtemps, quand il y avait Ebola, quand Ebola a vu jour, je dirais, quand on a eu dans la grande crise d'Ebola, j'étais encore à Atlanta. Alors quand j'ai vu, j'avais regardé une vidéo sur les gens de Sierra Leone, j'ai dit, ça c'était la maladie qui avait tué les gens de mon quartier. Je crois que ces gens-là avaient attrapé l'Ebola. La façon dont la chair tombait de leur corps, la fièvre, dans tous les quartiers là, comme je vous ai dit, 20 ou 30, ou 30 papas étaient décédés. Il y a un papa dont la dernière personne qui avait attrapé ça n'était pas mort. Et il s'était soigné en prenant des tétracyclines. Il est resté avec ses cicatrices des genoux jusqu'en bas, là, vous n'aviez pas idée. Donc, c'était l'unique survivant. Et après lui, on n'a pas eu d'autres cas. C'était donc la dernière personne. Donc, on a compris que ceux-là qui tombaient malades, peut-être par manque de moyens, ils n'avaient pas des antibiotiques et tout. Donc, vraiment, des gens qui sont morts comme ça, sans assistance, je dirais, et le pays n'a rien fait, un truc qui fait. Et puis, on était, donc, le quartier là est dans la grande, comment?
et non loin des cliniques universitaires, il y a des médecins et tout, mais bon, personne n'a dit quoi que ce soit, personne n'était venu au secours. On a vu ces hommes être malades, tomber et on les a enterrés comme ça. L'histoire est partie. Il y a seulement une personne qui a survécu, qui est en vie jusqu'à aujourd'hui. Alors, des choses pareilles, c'est ce qui nous déçoit quand les gens se décident de quitter pour venir à l'étranger, parce que si un tel cas était même en France, en Belgique ou ici, une équipe retournerait là-bas, on va prendre la personne qui a survécu, on va l'amener au laboratoire, faire des recherches sur lui, voir comment il est immunisé, qu'est-ce qui a fait que les autres mouraient et lui, il a survécu. On va demander sa posologie, quelle dose il prenait, quel produit exactement, qu'est-ce qu'il faisait. Alors, à partir de ça, on va considérer cela et aller au laboratoire et développer un produit contre la maladie. Mais jusqu'à aujourd'hui, le papa là qui a survécu, il est toujours dans mon quartier, il est en vie, il avait même perdu sa fille qui était ma copine, sa fille aînée. Donc, personne, aucune équipe n'était partie et les gens continuent à aller habiter. Notre ma maman est décédée. Son souhait, c'était en tout cas pour nous, nous tous ses enfants, nous devions quitter ce quartier-là. Elle n'avait jamais aimé, elle n'aimait pas notre quartier. Elle disait, ah, ma prière quotidienne, c'est que Dieu puisse vous aider pour que vous alliez vivre ailleurs et tout et tout. Donc, avant qu'elle meure, nous tous, nous avions déjà quitté ce quartier-là et tout. Et aujourd'hui, il n'y a que mon papa qui est là volontairement. Il l'a même préféré rester aux États-Unis, il a des souvenirs. Il a vécu là avec sa femme et ses enfants. Donc, ils repartent. Il est allé donc vivre dans cette maison-là. Et voilà, c'est donc ça, quoi. Je disais, des fois, quand le gouvernement est irresponsable, en tout cas, ça peut coûter la vie des gens, parce que rapporter que les gens sont en train de développer une fièvre à 7 heures, à 15 heures, ils mourraient et tout et tout. Tout pays sérieux enverrait une équipe sur le champ. S'il faut mettre même le reste des quartiers en abri pour, en attendant d'essayer de trouver quoi que ce soit pour sauver ces gens. Mais on était abandonnés à nous-mêmes, ces papas-là qui tombaient. Si ce n'était pas mon oncle qui est assistant médical, qui puisse dire que non, ces gens qui tombent, ce sont des gens qui travaillent dans la rivière, qui sortent donc du sable. Sûrement cette maladie est venue de cette rivière-là, peut-être à cause des immondices qui venaient des cliniques universitaires et tout et tout. Donc c'est une situation qui s'est passée comme ça. De temps en temps, je me dis, ah, mais là c'était il y a des années. Et si cette maladie revenait? Si cette maladie revenait aujourd'hui, comment les gens vont s'y prendre? Comment ils vont faire? Et aujourd'hui, les gens qui sont là, je ne sais même pas s'ils sont au courant qu'on avait connu ce cas-là, on avait connu cette histoire dans le quartier. Normalement, c'est un quartier qui devait être peut-être mis à l'écart, peut-être dire aux gens que non, voilà, il ne faut pas aller dans cette rivière-là. Peut-être qu'il y a des toxicités, peut-être qu'il y a ceci, cela, mais il n'y a rien jusqu'à aujourd'hui. Je ne sais pas s'il y a toujours des hommes qui sortent du sable là-bas, qui vont toujours jouer là, mais au début, quand on était petite, c'était vraiment pas mal. Il y avait des terrains de gauche à droite, on allait là pour jouer, il y avait des compétitions qui se passaient. Quand ces gens-là ont commencé, quand l'économie a commencé à devenir un peu difficile, les gens ont commencé à aller creuser donc du sable, creuser de trous plus profonds dans la rivière. Alors chaque fois qu'il pleuvait, la rivière était foulée. Cette eau-là allait s'entrer dans les maisons des gens qui habitaient là et tous ces gens qui mouraient de cette maladie, c'était des gens qui étaient aussi victimes des inondations. Donc on dira vraiment curieusement que le microbe ou cette infection-là venait des immondices qui étaient dans la rivière ou on ne sait pas quel genre de microbe était dans cette rivière-là qui a laissé autant d'orphelins dans notre quartier, plein d'orphelins. On avait des mamans, des veuves dans le quartier, vous n'avez pas idée. Donc c'était vraiment difficile et on n'a pas eu de soutien de qui que ce soit et des fois je pense peut-être que les gens ont des ONG et tout. Un jour je ferai de mon mieux pour voir comment on peut aider ces gens-là. Aujourd'hui, ils sont plus enfants, hein. Moi-même, je suis une grande maman comme ça. Il y avait des gens qui étaient plus âgés que moi, moins âgés que moi. Et la dernière fois, j'étais partie au Congo. Je suis allée là une fois. Et les gens que j'ai trouvés dans ce coin, c'est des gens que je ne connaissais pas. Ils ont entendu parler de moi. Ils ont entendu parler de notre famille parce que notre parcelle est toujours là. Mais tous les enfants ont quitté, tous les enfants vivent à l'étranger. Les deux qui sont là n'habitent même pas les quartiers, sont installés, une à Gombe, l'autre à Matete. Donc, du coup, même si je partais à Kin, vraiment, je ne sens pas de motivation pour y aller. D'abord parce que notre maison, c'est un mauvais souvenir. C'est là qu'on a pleuré notre maman et tout. Je ne veux pas aller là-bas et développer une mélancolie quand je suis de bonne humeur. Je n'aime pas. Donc, c'était un peu ça, quoi. Mais c'est comme j'étais en train de le dire dans les gouvernements. En tout cas, vous devez être responsable. Si on vous donne un rapport disant que non, les gens sont en train de mourir dans ce coin-là, au lieu de faire passer beaucoup de temps, il faut vite envoyer une équipe pour aller vérifier. Et c'est comme ça, on pourrait donc
anticiper le soin, on peut voir déjà en amont comment tacler la crise et tout et tout. Mais si vous laissez passer, en tout cas, tous ces parents qu'on a perdus, des papas qu'on a connus dans mon quartier, les deux dames qui sont décédées là, qui ont laissé leurs enfants très très jeunes. En gros, je crois que c'était une girl, la fille est née, elle avait à peine 13 ou 14 ans, son petit frère avait 10 ou 11 ans, donc c'était vraiment triste. En fait, le problème, c'était même pas la tristesse des gens qui mouraient, mais nous qui restions, la psychose qu'on avait. On est resté avec des, comme on dit, PTS, des post-trauma, des ordres. On est resté avec des crises à cause du nombre de morts qu'on a connus en si peu de temps et qu'on ne savait pas à quel sein se vouer. Donc, tout le monde est là, on vous regarde, on ne sait pas demain, ça sera le tour de qui, ce sera mon papa, ce sera papa Polo, ça sera papa Minga, ça sera, on ne savait pas, on avait tellement peur, mais curieusement, ce n'était pas arrivé à notre niveau. Ça s'est limité seulement à ces deux avenues qui étaient donc approximatives de la rivière. En tout cas, il faut faire attention, vous qui habitez là, vous qui êtes encore là, ou même dans d'autres quartiers, dans d'autres pays, il y a des gens qui habitent non loin des rivières, ne faites pas confiance aux rivières, vous ne savez pas ce que ça pourrait apporter. Si ce n'est pas pour aller chercher du poisson et tout, mais de temps en temps, allez vous faire examiner en tout cas et connaissez votre santé, sachez que vous êtes bien ou pas, sinon ça risque d'être tard parfois. C'est juste ça que je voulais partager avec vous parce que vous voyez, aujourd'hui je suis très grande, mais c'est quelque chose qui s'est passé quand j'étais vraiment jeune. J'étais enfant, j'avais même pas encore obtenu mon diplôme d'état, mais jusqu'aujourd'hui ça me reste à cœur. Alors je dis, je partage, peut-être que ça tomberait sur quelqu'un, ou quelqu'un pourrait envoyer ça peut-être au ministre de la Santé et un jour, si l'on peut prendre le monsieur qui avait survécu, faire des expériences sur lui, savoir si à partir de lui, qui dise exactement ce qu'il a pris, sa dose et tout, on pourra donc développer un produit que l'on pourrait utiliser au cas où le même microbe ou les mêmes bactéries donc revenaient et décimer encore la population. Voilà, j'ai fini. C'était Immaculée pour le camp de Immaculate Access. Je vous aime beaucoup. C'est votre soeur qui vous aime, vous chouchoute et vous apprivoise à outrance. Je reviendrai après avec une autre vidéo. Bisous et bonne soirée chez vous. Au revoir.